Tu vas avoir des intervenants. Non, bah, ils peuvent intervenir à distance, ouais. Ok. Un, deux, un, deux. Un, deux. Bonjour à tous. Bonjour à tous les participants donc, en présentiel et en distanciel. Merci de votre présence et participation active, on espère. Donc c'est le lancement de la deuxième partie de nos séminaires au SSNC, avec donc cette fois les ateliers thématiques. Donc on rappelle très rapidement, hein, maintenant il y a eu les plénières. L'objectif des ateliers thématiques, c'est de pouvoir rassembler autour d'un sujet commun toutes les entités, que ce soit des entités publiques, institutions de la recherche, des associations, des organisations internationales, du secteur privé, que ce soit des utilisateurs ou des producteurs de données, de pouvoir partager tous ensemble autour de sujets qu'on a finalement en commun, de sorte à mieux comprendre les besoins, mieux cerner ce qui existe et mieux définir toute éventuelle action ou plan d'action, que ce soit à court, moyen et ou long terme. On me signale une intervention technique sur mon PC. Juste ça. Merci. Donc, je vais commencer simplement par vous projeter un petit slide préparé par mon collègue Marco. Donc, simplement pour rappeler un petit peu les basiques de ces ateliers. Donc, les objectifs de manière générale du fonctionnement, donc d'abord, c'est vraiment l'identification et la compréhension donc, des différents besoins identifiés comme prioritaires. On a tous nos niveaux d'utilisation. On peut être un gestionnaire, on peut être avoir une compétence beaucoup plus technique, on peut être un chercheur, donc on a tous des besoins qui finalement peuvent être complémentaires. Donc il faut les comprendre ces besoins et des différentes donc, actions possibles associées avec une vision globale. Donc on parle de là pour la Nouvelle-Calédonie. On est vraiment dans une notion d'intérêt commun. Et on peut même extrapoler, hein, ça fera écho à la session régionale, plénière régionale de ce matin. L'objectif de tout ce qu'on développe reste de pouvoir répondre à un maximum de besoins. À partir du moment où on répond à des problématiques, on établit communément et collégialement des solutions à des problématiques locales, il y a de fortes chances pour que ce type de solution ou de plan d'action ou tout ce qu'on va sortir de ces discussions puisse également servir à une échelle régionale, avec des problématiques finalement des milieux insulaires tropicaux dont la Calédonie fait partie. Donc on est dans une notion de partage de connaissances, on est là pour partager, sans jugement, c'est important. On revient sur la notion de Talanoa, les jugements ils sont dehors, on rentre, on partage tous, on écoute ce que chacun a à dire. Ça sous-entend aussi qu'il faut prendre la parole. Prenez la parole, partagez, donnez-nous votre avis, et c'est vraiment comme ça qu'on va pouvoir cerner le mieux possible les compétences et les connaissances de chacun. Et donc avec des discussions motivées par des exemples d'utilisation de la télédétection. Donc effectivement, on est sur le séminaire OSS-NC, donc Observation spatiale au service de la Nouvelle-Calédonie et des territoires de la région. On a un focus particulier sur l'imagerie spatiale, mais bien entendu, l'objectif n'est pas de dire que le spatial répond à tout, ni de faire des focus uniques sur l'imagerie satellite. Il faut qu'on soit les premiers à dire si, en fonction des thématiques abordées, on n'est pas dans la bonne voie en utilisant du spatial. C'est le moment, ce type d'échange-là, pour cerner ce genre de choses. Donc cet atelier 1 est dédié à la cartographie de l'écosystème benthique. Je ne suis clairement pas un professionnel du domaine, ce qui me permet d'avoir une vision objective, on va dire, ou du moins neutre. Donc l'animation est opérée comme la plupart des ateliers par l'ART, donc je rappelle Animation Régionale TEIA, donc l'ART Géodev Nouvelle-Calédonie. Je suis ici avec Marc de l'IRD, moi-même d'Insight, Anne de l'université n'a pas pu être présente cet après-midi. Et on a deux interventions notamment prévues. Une première intervention donc, de l'IFREMER, puis une intervention de l'IRD. Marc, je ne sais pas si tu vas rajouter un mot en introduction ou si j'enchaîne. Alors, ce sujet, déjà, on va recadrer aussi. C'est pas simple parce que c'est peut-être la première fois qu'on a un atelier thématique pour lequel on n'a pas d'objectif quasiment clair.
Donc on rentre là, on ne sait pas du tout, mais alors pas du tout où on va sortir la suite de ces 2 heures de discussion. C'est là où il y a un enjeu intéressant. On a toutes les cartes à battre, à nous de savoir comment on veut les organiser ensemble. Donc l'objectif est de répondre à des problématiques identifiées, des sujets identifiés comme prioritaires. La priorisation, le choix des thématiques abordées lors des ateliers est faite de manière la plus collégiale possible. On travaille notamment avec le club de la géomatique pour ça. Donc on a sélectionné 4 thématiques qui sont remontées, hein, il y a des sessions de vote, etc. Chacun choisit un petit peu les sujets qui l'intéressent le plus. Et la cartographie benthique a été un petit peu priorisée sur cette année. Donc on sait clairement que c'est un besoin, que c'est un besoin local. On va essayer d'identifier en quoi c'est un besoin. Moi, d'un simple partage d'expérience, je peux aussi vous confirmer que c'est un besoin régional. Je vais juste prendre l'expérience de GIZ, qui est une entité, une organisation européenne qui cherche à produire des données à une échelle globale, donc mondiale, un minima régional, et qui me disait en gros, la cartographie des mangroves, c'est fait. Le point intéressant maintenant, c'est la cartographie des herbiers. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres. On a des zones patrimoine mondial, UNESCO, etc., notamment en Nouvelle-Calédonie. On a des gros enjeux sur ces milieux, donc ça fait partie des milieux d'intérêt particuliers. Alors je vais pas pouvoir étayer ces propos, puisque je répète, je ne suis pas du tout professionnel en la matière ou expert du domaine. Par contre, effectivement, on a un intérêt qui est confirmé de la part de différents utilisateurs. Et l'objectif, c'est de pouvoir effectivement mettre autour de la table les bonnes personnes, que ce soit producteurs ou utilisateurs, pour répondre au mieux à ces besoins. Et donc, ce besoin n'est pas qu'à une échelle locale, mais effectivement régionale. Donc, tout un intérêt à partager derrière tout ce qu'on saura mettre en place, que ce soit initiative, projet, service ou données. Tu veux prendre la parole, Marc? Bon, on va commencer par la première présentation. Donc, on va inviter Welcome to the Floor, Lifremer, avec un bel accent. Oui. Yes. Et je ne sais pas si tu veux un micro portatif ou si tu veux rester assis. Non, ça va. Ouais. non, attends, il est où ton fichier? Hein? Et ça. Pourquoi? C'est pas la bonne feuille là? Un petit peu. Mettre. C'est les joies du direct. Voilà. Ok. On a déjà l'écran. Et partage avant ça. Check. Donc, il y a des personnes qui sont connectées en visio. Alors, je ne sais pas encore qui sont connectés. Il y a quoi? Il y a 6-7 personnes qui sont connectées. Ouais. Est-ce qu'à distance, vous voyez bien la présentation? Est-ce qu'à distance ou... Oui. Ouais, parfait. Merci. Pour changer les diapos, c'est sur le clavier. Clavier ou télécommande. Ouais, attends, vas-y. Bonjour à tous, je m'appelle Maëlle Brisset, je travaille à l'Ifremer depuis 2 ans. Et du coup, dans le cadre de l'OSSLC 2021, je vais vous présenter un projet qui porte sur le suivi de la dynamique d'algues vertes par télédétection. Donc, c'est un projet qui a été réalisé dans le lagon de Poeguarodeva à Bourail et qui a été principalement porté par la province sud, l'Ifremer et l'IRD. Je vais commencer par vous faire une petite introduction du sujet. Donc, il faut savoir que sur le trait de côte de Poeguarodeva ont eu lieu 2 échouages massifs d'algues vertes en janvier 2018 et en juin 2019. Donc, ce sont des phénomènes qui n'ont pas pu être anticipés parce qu'on ne possédait pas de méthode pour faire un suivi de l'abondance régulier et à coût abordable. Donc, je vous présente rapidement le site d'étude. Donc là, vous avez une image satellite du lagon de Poé. Donc, la zone qui est entourée en jaune, c'est la zone où on a observé les échouages sur le trait de côte. Donc, globalement, on est sur un lagon qui est étroit et peu profond, qui est composé principalement de terrasses à fond de meubles et de platiers récifaux.
de marée verte, il pourrait être anticipé éventuellement par un suivi de la dynamique des efflorescences de macroalgues. Et une des méthodes qui est utilisée depuis quelques années pour ce type d'études, c'est l'utilisation de la télédétection, c'est-à-dire de l'imagerie satellitaire, qui permettrait du coup d'avoir des informations sur l'origine de ce phénomène, d'anticiper les risques d'échouage massif et d'évaluer en temps quasi réel l'étendue des efflorescences. Nous, ici, on a travaillé avec des images Sentinelle-2. Donc, c'est des images qui sont fournies par la mission qui s'appelle Copernicus, qui a été lancée par l'agence ESA. L'avantage de ces images, c'est qu'on a une bonne résolution spatiale qui est compatible avec la taille du lac Poé, qui est relativement petite. Donc, on est sur une résolution spatiale de 10 mètres. La résolution temporelle, elle est suffisante pour détecter des efflorescences qui sont des phénomènes qui apparaissent et disparaissent très vite. Donc, normalement, en théorie, le satellite fournit une image tous les 5 jours. Et de plus, la donnée est open source, c'est-à-dire qu'elle est gratuite et téléchargeable facilement via le site de Copernicus. Là, l'idée, c'était de développer une méthode de suivi de la dynamique algale qui serait basée sur des indices radiométriques issus des images Sentinelle-2. Donc, je vais vous présenter rapidement la méthodologie qu'on a mis en place dans cette étude. Mais premièrement, il a fallu valider l'utilisation des images Sentinelle-2 par un travail de terrain. Donc, en fait, on a localisé les zones qui étaient à forte biomasse sur nos différentes stations de suivi qui étaient réparties dans tout le lac Poé. Et on a essayé de voir si sur l'image Sentinelle-2, on pouvait déjà avoir des informations sur de forts recouvrements algaux. Donc là, par exemple, vous avez un zoom sur une emprise d'une image Sentinelle-2, juste en face de là où ont lieu les échouages. Donc si on regarde cette emprise-là, on voit le trait de côte. Je ne sais pas si vous voyez bien l'image, mais du coup, la première partie qui longe le trait de côte, un peu dans les tons rouges, ça correspond à l'herbier. Ensuite, on a une zone un petit peu fragmentée de transition entre l'herbier et les terrasses sableuses. Et donc, en fait, la photographie qui a été prise ici est située sur une station qui se situe dans cette zone-là. Donc, si on regarde bien cette zone, on voit qu'on a des endroits qui sont un peu plus, un peu plus foncés et dans les tons verts. Donc, ça nous a conforté dans l'idée d'utiliser ces images-là, puisque lorsqu'on a un recouvrement important comme sur la photographie, on peut déjà l'observer à l'image satellite. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a téléchargé un gros jeu de données de toutes les images satellites qui étaient disponibles et avec une faible couverture nuageuse. Donc, on a téléchargé un jeu de données sur 3 ans, donc de début 2017 à fin 2019. Et en fait, on a fait un travail sur ces images pour qu'elles soient comparables dans le temps. Parce que quand on télécharge les images, elles n'ont pas toujours le même traitement. Donc, on a appliqué un algorithme pour obtenir un jeu de données homogène avec des images qu'on appelle de type L2A. Donc, en fait, c'est des images sur lesquelles on a appliqué une première correction atmosphérique. Troisième étape, on a appliqué différentes corrections empiriques sur notre jeu de données. Donc, premièrement, on a créé une relation qui permettait d'atténuer encore plus les effets de l'atmosphère. Donc, c'est ce qu'on a appelé la relation de type 1, la correction de type 1, pardon. Ensuite, on a standardisé toutes nos images avec une image de référence, qui était une image où il n'y avait pas ou peu d'algues sur le terrain. C'est ce qu'on a appelé la correction de type 2. Et ensuite, on a créé une troisième correction, donc il y a un cumul en fait de la correction de type 1 et de type 2. C'est ce qu'on a appelé du coup la correction de type 3. Quatrième étape, on a défini un indice d'abondance relatif qui a été calibré lors de nos missions terrain. Donc cet indice il varie de 0 à 5. 0, c'est pour absence ou très peu d'algues sur le terrain. Et 5, c'est pour un recouvrement qui est très fort, donc supérieur à 75%. Cinquième étape, on a calibré une relation, donc on a créé un GAM, un modèle additif généralisé, et donc c'est une relation entre l'indice d'abondance qu'on vient de citer plus haut et différents indices radiométriques qu'on a créés à partir des images Sentinelle-2. Donc on a décidé on s'est basé sur 6 indices radiométriques différents qui ont été, qui sont inspirés en fait d'indices qui ont déjà été utilisés dans la littérature. Et ensuite, on a sélectionné l'indice radiométrique et la correction qui formaient la meilleure relation. Et ensuite, en dernière étape, on a mis en place 2 méthodologies différentes pour extrapoler l'abondance d'algues.
Donc, premièrement, une méthodologie qui est relativement rapide à mettre en place, qu'on a appelée la méthode automatisée. Et deuxièmement, une méthode un peu plus affinée, qu'on a appelée la méthode par auto-interprétation. Globalement, on a voulu extrapoler l'abondance d'algues vertes sur une période de 3 ans, donc de 2017 à 2019, dans le lagon de Poé. Donc là, vous avez une cartographie du site. Le trait vert qu'on voit au niveau du trait de côte correspond à la zone où on a observé des échouages. Et donc nous, on a voulu réaliser ce travail sur 2 zones distinctes dans le lagon. Donc c'est les zones que vous voyez ici. La zone entourée en orange, c'est la zone qu'on appelait la zone frangeante. C'est celle dont on a parlé tout à l'heure, où on avait observé les forts recouvrements. Et ensuite, la zone entourée en rouge, c'est la zone qu'on appelait la zone sable. Pourquoi on a décidé de réaliser ce travail sur 2 zones différentes? En fait, quand on a fait nos campagnes terrain et notre travail de suivi, on a en même temps forcément fait des prélèvements de spécimens, ce qui a permis de faire un gros travail de génétique en parallèle. Et ça nous a permis de comprendre qu'en fait, il y avait 2 espèces distinctes qui étaient apparentées à ces 2 zones. Donc en fait, par exemple, pour la zone frangeante, on retrouve principalement une espèce d'ulve qui est nommée aujourd'hui Ulva batuculosa, alors que pour la zone sable, on retrouve plutôt majoritairement une autre espèce d'ulve qu'on a appelée aujourd'hui Ulva pennata. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment voulu faire ce travail sur ces 2 zones distinctes. Je présente maintenant rapidement les résultats. Donc ça, c'est d'un point de vue vraiment statistique. L'indice radiométrique qui était le mieux ajusté, et l'indice qu'on a nommé θ4, donc qui est formé à partir des bandes bleues et vertes des images satellites, donc vous avez l'équation d'indice. Et là, les 2 courbes qu'on voit, c'est le résultat du GAM, donc pour la zone sable en rouge à gauche et pour la zone frangeante à droite. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est que, et là, la courbe est formée comme vous avez l'indice d'abondance en ordonnée et l'indice θ4 en abscisse. Et donc en fait, on voit que le modèle le mieux ajusté pour la zone sable, c'était celui où on appliquait la correction de type 3. Donc, pour rappel, c'est un cumul de la correction de type 1 et de la correction de type 2. Alors que pour la zone frangeante, le modèle le mieux ajusté était celui auquel on n'a appliqué aucune correction. Pour des résultats un peu plus concrets maintenant, donc je récapitule l'objectif de l'étude. On a extrapolé l'abondance d'algues sur l'ensemble des images Sentinelle-2 sur une période de début 2017 à fin 2019. Donc, je vais vous présenter la dynamique qu'on a obtenue. Premièrement, pour la zone frangeante. La dynamique, vous avez l'indice d'abondance en ordonnée et le temps en abscisse. Les 2 méthodes qu'on a mis en place, donc premièrement la méthode automatisée qui surestime un petit peu les résultats et la méthode par photo-interprétation. Globalement, on voit que les 2 méthodes suivent quand même bien. Et les 2 flèches qu'il y a au-dessus correspondent aux périodes où on a observé des échouages. La première chose importante à remarquer sur ce résultat, c'est qu'on identifie bien en fait un pic d'abondance qui apparaît juste avant l'échouage. Et une fois qu'on a l'échouage, on voit l'abondance d'algues qui régresse d'un coup. Donc ça prouve bien, premièrement, que les algues qu'on a retrouvées sur le trait de côte de Poé étaient bien, du coup, initialement localisées dans cette zone frangeante. Si on regarde maintenant l'aspect un peu plus général de la dynamique, on voit qu'on a une tendance à avoir quand même une abondance qui est relativement élevée tout au long de l'année et que ça régresse en fin d'année, notamment en octobre-novembre, donc en saison sèche. Donc voilà les résultats principaux pour cette zone-là. Et donc, par exemple, si on prend un point où on a une abondance relativement élevée, voilà en fait ce qu'on peut observer sur le terrain à quelques jours d'intervalle. Donc on voit qu'on a un recouvrement super élevé, on a quasiment toute la totalité du substrat qui est recouvert. A contrario, ça c'est une photographie qu'on a fait plutôt en fin d'année, en novembre. Donc là on voit qu'il n'y a quasiment pas d'algues en fait. Je vous présente maintenant les résultats de la zone sable. Donc voilà la dynamique qu'on a obtenue pour la zone sable. Donc elle est formée pareil que la zone frangeante avec les 2 méthodes. Et donc là, le principal résultat qu'on peut voir, c'est qu'on n'a pas ce pic d'efflorescence juste avant l'échouage. Donc ça nous conforte bien dans l'idée que les algues qu'on a retrouvées sur le trait de côte de Poé, elles étaient bien initialement présentes dans la zone frangeante.
Je vous présente maintenant les capacités et les limites de l'utilisation du Sentinel-2. Premièrement, c'est un bon indicateur de risque d'échouage qui est basé sur l'abondance d'algues vertes. Il permet de retracer un événement qui est passé et il offre aussi une bonne perspective pour réaliser un suivi en temps quasi réel. La résolution spatiale, elle est compatible avec des petits lagons et le coût est réduit puisque du coup l'acquisition des images est gratuite. Concerne les limites, on a une résolution spatiale qui peut être insuffisante si l'efflorescence n'est pas d'assez grande ampleur. Effectivement, si on a un bloom qui est trop petit sur le terrain, ça ne va pas ressortir à l'image satellite, donc on ne peut pas appliquer ce type de travail. Deuxièmement, la résolution temporelle, elle peut devenir insuffisante. Si par exemple, on a une couverture nuageuse trop importante, du coup l'image devient inexploitable. Et troisièmement, cette méthode a été testée sur d'autres sites qui ont les mêmes caractéristiques que POE, mais elle a été validée uniquement sur la zone de POE. Voilà, je vous remercie de votre attention. Oui, merci Maëlle. Je voulais savoir s'il y avait des questions dans l'Assemblée et des questions à distance. Parce que moi, j'ai peut-être quelques questions. Alors, le problème, c'est que je ne vois pas qui sont à distance. Alors, checker ici la distance envers le chat de Théo. Ouais, d'accord. Je te laisse. Alors, moi j'ai une petite question. Est-ce que tu peux remettre un diapo du état 4? Alors, d'abord, je voulais savoir si c'était un indice que vous avez créé vous-même ou c'est un indice qu'on trouve dans la littérature. En fait, on s'est inspiré d'indices qui avaient déjà été utilisés. On les a un petit peu modifiés, notamment parce que là, on est sur des algues qui sont benthiques, donc qui sont au fond de l'eau. La plupart des études sont réalisées sur des algues qui sont soit déjà échouées, soit flottantes, ce qui permet l'utilisation des bandes rouges et infrarouges. Or, là, on est sous l'eau et ces bandes-là sont atténuées dès les premiers centimètres d'eau. Donc, en fait, on a utilisé des indices qui étaient déjà présents dans la littérature, qui utilisaient des bandes rouges, infrarouges, et nous, on a utilisé que des bandes vertes et bleues. D'accord. Ok. Pour savoir si en fait il est validé, en fait, c'est un indice. Mais ça devient intéressant. Alors maintenant, ma question suivante est importante, elle concerne aussi la validation. Vous avez différencié en fonction des zones géographiques de votre platier deux méthodes. Alors, il y en a une qui concerne en fait, deux méthodes qui sont différentes. Est-ce que vous savez pourquoi, en fait, pourquoi il y en a une qui marche sur un type de couverture et pas l'autre? Pour les corrections, vous voulez dire? Oui, pour les Alors, en fait, on pense savoir pourquoi. C'est parce qu'au niveau de la zone frangeante, en fait, on a travaillé sur cette zone-là parce qu'on avait observé des très forts recouvrements pendant la période terrain. Et ça reste malgré tout une toute petite zone. Et au niveau du substrat, à l'image satellite, c'est assez compliqué parce qu'on est sur un substrat complètement hétérogène, en fait. Il y a du sable, il y a de l'algue, il y a de l'herbier, il y a du corail. Donc, a priori, le fait qu'il faille aucune correction sur cette zone-là viendrait de l'aspect du substrat, en fait. C'est pour ça que sur la zone sable, là, on peut appliquer toutes les corrections parce qu'en fait, on est sur un fond blanc, du coup, les algues ressortent forcément beaucoup mieux. Alors que dans la zone frangeante, il y a aussi de l'herbier, donc c'est aussi dans les fonds verts, il y a un petit peu tout qui est mélangé. D'accord, parce qu'en fait, on a la même problématique sur le terrestre. C'est hétérogène. L'idée, c'est de savoir si la colonne d'eau est influente dans le signal, parce que j'imagine que le lagon n'est pas forcément. Le fond du lagon n'est pas forcément plat. On peut avoir quelques mètres de variation à certains moments. Et savoir si la partie tangente ou la partie qui est montable est à différentes profondeurs, et donc ça peut peut-être jouer. Alors, ça peut jouer. Après, il n'y a pas beaucoup de différence de profondeur. On est sur, dans les zones sable, au plus profond, on va être à 4 mètres. Et dans la zone frangeante, on est à 2 mètres en moyenne, 2-3 mètres. Donc, Il y a au moins 2 mètres de différence. oui, maximum. Parce que j'ai travaillé sur les corrections de colonnes d'eau sur la sur les platiers récifs tangents de la Réunion. Et en fait, on a évalué la perte de signal en fonction des profondeurs, donc de 0 à 15 mètres. Et c'était assez édifiant, c'est-à-dire qu'on avait de l'ordre de 10% à chaque fois, je ne sais pas combien c'était là.
Donc, au bout de 10 mètres, tu vois un peu ce que ça peut donner, on a quand même du mal. Alors, après, il y a un aspect aussi de matière en haut qui joue. Mais voilà, donc il y a peut-être ça. Et ta dernière diapo, après je passe une micro à mais sur les réseaux, plus loin, et voilà, celle-là. Comme tu disais que la résolution spatiale doit être insuffisante, est-ce que vous avez testé ça avec une autre image plus précise? Parce que maintenant il y a du Pléiade, il y a des choses, on avait vu hier notamment, on avait accès à de la donnée très précise maintenant, que ce soit volumétrique ou submétrique, avec les mêmes canaux que tu as utilisés pour le Theta 4. Donc, l'éventuellement, c'est peut-être intéressant de voir si effectivement la résolution spatiale est dans cette exploration. Alors, on n'a pas testé parce que l'idée initiale, c'était vraiment de faire ressortir les quelques jours avant l'échouage, en fait. Donc, on avait besoin d'un gros jeu de données et le coût d'acquisition d'une image de résolution, ce n'était pas possible à appliquer ici. C'est pour ça qu'on a directement commencé avec ceci. Et ta méthode validée, c'est pour quel autre endroit? La méthode n'a pas été validée pour Alors, quel autre endroit? en fait, j'ai fait un test sur le lagon au nord de Poé, donc le lagon du Cap et le lagon de Moindou, au niveau des terrasses sableuses, pareil uniquement. Donc, ça n'a pas été validé par du terrain, mais en fait, globalement, si on applique ce travail-là sur ces zones-là, voilà les trois dynamiques. Donc, vous avez Poé en vert, Moindou en rouge et le lagon du Cap en bleu. Donc, on voit que globalement, quand même, on peut suivre relativement bien. C'est très cool. J'ai eu de la question. Ok. Merci, Maël. S'il y a des questions, Complément pour le Madrid, c'est presque en retour. c'est un projet qui date de 2019. Le terrain a commencé en 2018. On a vraiment commencé, enfin toute la période terrain est basée sur l'année 2019. Simplement pour la partie imagerie, donc deux aspects sur les données de Sentinelle. Je ne sais pas quel type de correction atmosphérique vous avez utilisé pour le niveau LBA. La casquette réseau TIA, et donc on a quand même des algos développés, des chaînes de traitement open source pour justement amener ça au niveau LBA, avec a priori en tout cas des process qui sont un petit peu plus performants que ce qui peut être fourni par l'Agence spatiale européenne. Donc ça peut être intéressant, c'est un premier point. Avec plaisir, vous les fournir. Hein. C'est des données qu'on a récupérées nous, qui ont été traitées par le CNES et qu'on met à disposition de n'importe qui. C'est ouvert à la communauté, bien sûr. L'autre aspect, c'est juste un complément au niveau de la THR, donc la très haute résolution. Il y a des données qui sont disponibles en tant qu'utilisateur institutionnel. Vous avez accès à des tarifs ultra avantageux et des spécifiques et dédiés aux institutionnels. Je crois que Benoît vous avez commandé des données justement THR sur la zone du lagon de Corée. Simplement en retour d'expérience dans des cartographies de ce type, sur ce type de milieu, on va avoir accès à d'autres phénomènes, c'est-à-dire que chose qu'on a pas du tout avec les données sentinelles. On va avoir toutes les notions de sandwich, toutes les notions d'effet des vagues, etc. Et de la surface en eau, si c'est pas pétole, en gros, ça va être très compliqué d'avoir un signal homogène et de pouvoir bien analyser comme on voudrait. On avait mené nous, des tests de cartographie des fonds, finalement, ces occupations des sols sur la zone de Nekoro, à Nekoi. Et pour le coup, on avait eu une image où c'était vraiment glacis, hein, comme on dit, il y avait vraiment une surface qui était très lisse, un bel ensoleillement et un très bel angle de prise de vue. La cartographie était nickel. On a eu les mêmes acquises, la même zone acquise 3 ans plus tard. C'était impossible, il y avait du vent, il y avait des notions de surface en eau qui étaient un peu très correctes dans certaines zones, et puis dans les zones de dévente avec des perturbations, avec les îlots qui étaient complètement chamboulés, etc. Donc c'était un peu plus compliqué. Et en fait, on se rend compte qu'on n'a pas, on a fait plus de résolution spatiale, on a fait plus de définition des pixels, etc. Mais finalement, on se retrouve avec d'autres problématiques qui peuvent être un petit peu différentes. Dans tout état de cause, en tant qu'institution, vous avez accès à des données Pléiades, donc vous pouvez voir la province sud a traité les données qui sont disponibles en Morco, MOSA, etc. Et donc, même en Morco 16 bits, donc exploitable par vous. Et il y a aussi les nouveaux satellites, hein, il y avait les capteurs de Worldview, en fait, Worldview 3, là, qui avait notamment du Deep Blue, etc., des bandes assez intéressantes pour ce type d'application. Pléiade Neo, du coup, qui arrive avec 4 capteurs du coup, dans les prochaines années, et avec du coup, de telles capacités. Donc là, vous êtes uniquement sur du bleu et du vert standard. C'est ça. Et donc là, ça pourrait être intéressant, avec plaisir en tout cas, si on peut avoir vos retours, si vous voulez mener des tests sur ce type de données, que ce soit des données Maxar ou des données Airbus,
Je pense que ça contribuera à la communauté d'avoir des retours d'expérience sur le sujet. Voilà, c'est une contribution possible concernant. C'est peut-être avec mon projet. C'est réfléchir. Le niveau en plus, il doit quand même réfléchir. On peut dans les comptes de lui. Pierre Testaille, ville de Nouméa. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas forcément la partie ultra technique, c'est plus savoir si vous continuerez à travailler sur cette méthodologie et si elle pourrait être appliquée sur des zones, enfin si vous réfléchissez à l'appliquer sur des zones où les lagons sont plus grands, donc pour la ville de Nouméa, où ça peut être une problématique pour tout ce qui est baignade, etc. Et c'est des suivis qui sont assurés par la DRS, les sapeurs-pompiers, etc. Est-ce que c'est prévu dans les suites Là, dans le cadre du projet, ça s'arrête là, parce qu'on est à la fin de la convention pour le projet. Donc, l'objectif vraiment, c'était de montrer ça à Poé. Après, l'idée, il faudrait vérifier avec des vérités terrain, mais en théorie, cette méthode-là, elle peut être appliquée sur des lagons qui vont avoir les mêmes caractéristiques que Poé, donc la même profondeur, enfin la même bathymétrie du moins, les mêmes caractéristiques au niveau des sédiments, etc. On a fait un test sur des lagons autour qui ont les mêmes caractéristiques. A priori, on voit quand même que les efflorescences, la dynamique se suit. Donc, ça pourrait être appliqué, mais il faudrait vraiment avoir les mêmes conditions, quoi. Ok, merci. Oui, Claudie, première. Donc en fait, c'était un contrat qui était associé simplement à la crise de nos échouages. Donc c'est un contrat c'était sur 3 ans, il me semble, 2 ou 3 ans. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les premières, on travaille beaucoup en termes de convention avec les collectivités. On va signer le contrat cadre en 2023, pour 2023. Donc si ce sujet-là intéresse les collectivités, il faut juste faire remonter en fait l'intérêt que vous portez sur ce type de sujet, et ça peut très bien être discuté et intégré dans les futurs projets pour les prochaines années. Et c'est à vous d'en parler de la demande. Aujourd'hui, je ne sais pas si on n'a pas les forces, nous, aujourd'hui, pour continuer ce type d'études. On peut les mettre en place, mais il faut que ce soit un travail commun et une commune avec les collectivités. Est-ce que c'est un petit peu l'objet de l'ART, j'ai mon facilitateur, etc. Simplement sur ce qui vient d'être dit, est-ce que ce serait envisageable, opportun, de faire une espèce d'AMI, en fait, on appelle la manifestation d'intérêt sur ce type de thématique? C'est un petit peu être un peu plus proactif dans le fait de remonter les besoins. Je ne pense pas qu'on ait des représentations exhaustives des collectivités. Je suis persuadé que les usages sont là, ou que les besoins peuvent être exprimés. Je ne suis pas du tout persuadé que les gens prendront le temps de le faire si on ne va pas forcément les chercher, en connaissance de cause pour certains sujets. Donc je préconiserai, et la RT peut appuyer là-dessus, de faire un appel à manifestation matérielle, de Google plateforme, tout simple, qu'on transmet nous dans nos réseaux et qui peut permettre de faire des remontées d'infos, de besoins, avec la collectivité, la zone, l'expression des besoins, techniques ou non. Ça peut être quelque chose qui peut être faisable, et ça, donc on parle de la Calédonie, on peut aussi parler du coup à une échelle un peu plus large. À une échelle régionale, donc, je parlais de GIZ ou d'entités globales qui ont des produits ou des velléités à se positionner sur ce type de service avec du financement, ça peut être aussi intéressant. Je sais qu'on avait travaillé avec le Vanuatu à l'époque, qui nous avait demandé des données sur les herbiers au Vanuatu, l'IRD avait fait le travail pour le gouvernement du Vanuatu, pour les ficheries. Donc, c'est pareil, au niveau régional, ça peut être aussi important, mais je préconiserais, si je peux me permettre, un appel à manifestation d'intérêt, avec encore une fois, une nouvelle forme tout simple qui pourrait, je pense, aider à l'expression de besoins et à la remontée des besoins, qui est souvent ce qui pêche quand on est producteur. Moi, je rajouterais un petit peu dans la continuité, mais je vais un peu plus loin. C'est que là, on travaille en fait une analyse des conséquences, mais est-ce que dans le cadre de ce projet-là, on a analysé aussi les causes? Pourquoi il y a cette mobilisation d'algues à cet endroit-là? Et est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que vous avez fait un lien avec ce qui se passe autour?
Oui, du coup, en fait, ça, ce que je vous ai présenté là, ça fait partie d'une des tâches du projet ELAD. Il y a un papier qui va sortir là bientôt sur tout ce qui est attente nutritif, puis des eaux, etc. Donc, en lien avec les proliférations du pardon, c'est pas sorti encore. D'accord. Ok. S'il n'y a pas de questions, il n'y a plus de questions, on va peut-être enchaîner sur le deuxième atelier. Merci encore, Maël. Merci. La deuxième présentation, mais le même atelier. Deuxième présentation. Change pas trop vite. Est-ce qu'on a un PDF ou pas? Oui, oui, oui. PDF, un PPT. Moi, j'ai un PDF. Ok, c'est bon. Tac, tac. Non, c'est pas sûr. Ah, Ifremer. C'est là Ifremer, ouais. tac, tac. Ça, c'est l'affichage. Ouais, pas de souci. Il est ouvert le micro? Il est ouvert. Pour passer les slides avec le clavier, c'est bon? Ouais. Alors, attends, tu l'as renommé? Ah non. Déjà, il était pas en mode présentation, là? Non. C'est un. Je fais? Vas-y. Il est sur l'autre écran, en fait. C'est celui-là? C'est celui-là, là? Non. Pas cette presse. Non. Par contre, je vois qu'il y a IRD, l'atelier 1, IRD, c'est celui-ci. Voilà, c'est celui. Là, en mode de présentation, c'est. Yes, c'est là, je vais le faire. Affichage. Alors, avant ça, il faut juste que je partage l'écran. Désolé. Check. Partager l'écran. Ouais, donc je me présente rapidement. Donc, Jérôme Lefebvre, je travaille à l'IRD comme ingénieur pour mon temps. Ingénieur de recherche sur surtout des thématiques liées à la modélisation météo, circulation lagonaire, transport de polluants, cyclone, climat. Tu veux utiliser le micro, il va falloir qu'il rapproche. Ouais. Les autres, ils sont à distance. Et donc, dans ces travaux-là, notamment sur les aspects modélisation lagonaire, on a besoin d'une donnée bathymétrique de qualité pour pouvoir faire des simulations des courants marins dans les lagons. Et également pour les aspects de transport sédimentaire et également de tout ce qui est simulation d'état de mer, donc déferlement de la houle, etc., sur côte. Et donc, on a regardé un petit peu la qualité des données bathymétriques à notre disposition. Et donc, on a établi une bathymétrie, une nouvelle bathymétrie dérivée des données satellites, donc des données Landsat en particulier. Donc, la présentation, il y a 3 volets. La motivation de ce travail, la méthode et les résultats, et puis une application du produit bathymétrique pour la simulation des surcotes marines. Okay. Donc, motivation, donc, comme je l'ai exprimé, c'est que donc, la qualité des simulations lagonaires dépend étroitement de la qualité des données bathymétriques, notamment parce qu'on travaille sur des systèmes très, très fins comme les lagons calédoniens. On a besoin de connaître donc, les détails comme les platiers, les récifs barrières, les basses, pour améliorer donc, la qualité des simulations en mode inondation pour les tsunamis, par exemple, ou pour les événements de surcote liés aux cyclones. Donc, on a besoin de ces détails bathymétriques. Et on a aussi besoin de paramètres clés qui sont exprimés, par exemple, sur la figure de gauche. Vous avez ici le profil en travers d'un platier, d'un lagon, du récif frangeant et du talus. Et notamment pour simuler justement tous les processus de déferlement, enfin tous les processus qui agissent sur le déferlement, on a besoin de détails clés comme par exemple la pente du talus, parce que ça va jouer sur la réflexion des vagues, la hauteur de la crête récifale, mais aussi sa largeur, et également d'autres éléments comme par exemple l'extension de la terrasse récifale à l'arrière, etc. Donc un certain nombre de paramètres clés qu'on ne peut avoir qu'à travers des données bathymétriques donc de fine échelle de l'ordre de la dizaine de mètres.
Donc là, ici, vous avez à droite, par exemple, l'illustration, lors du passage d'une cyclone Iran, des surcotes marines influencées par 3 effets. Les effets de vent d'afflux, c'est-à-dire que l'eau est poussée par le vent, donc ça engendre ce qu'on appelle une onde de tempête. L'effet de pression, de dépression, d'effet barométrique inverse. Et puis surtout, ce qu'on voit ici, c'est la manifestation justement des effets de déferlement qui vont induire des surcotes qui peuvent atteindre presque 1,50 m par endroit. Donc les solutions qui se présentent à nous, on espérait obtenir un levé LIDAR qui était inscrit au budget de la Calédonie en 2021, donc cette année, mais le budget a été retiré malheureusement. L'autre problème qui se présentait avec cette donnée LIDAR en très haute résolution, c'est qu'elle couvre que certaines portions du littoral, donc c'est très très limité en extension. Donc l'autre produit qui est disponible, c'est un produit bathymétrique de façade qui a été livré ce mois-ci par le CHUM, qui est bâti en fait sur un projet qui s'appelle Tsucal, un projet où on a simulé donc l'aléa tsunami en Calédonie à partir d'une bathymétrie qui a été raffinée par Jean Roger et qui s'appuie essentiellement sur les données du CHUM. Donc c'est une résolution spatiale de 100 mètres, mais qui ne permet pas justement de bien reproduire tous ces détails bathymétriques cités. Et puis donc les tentatives qui ont été réalisées récemment, c'est des tentatives d'inversion des données bathymétriques à partir des images satellites, donc des produits issus de Landsat pour IRD, et puis aussi une réalisation qui a été effectuée par Ifremer à partir des données Sentinel, que je ne vais pas présenter ici. Voilà. Et puis là, c'est les perspectives à long terme de ce que je sais, mais je pense que c'est ce qui va se passer. On peut espérer une nouvelle bathymétrie de façade CHUM, donc à haute résolution, qui va bénéficier des techniques d'inversion satellite, associé à des nouvelles données, peut-être LIDAR, et ça, je pense que c'est quelque chose qui est dans les cartons, enfin dans les tuyaux du côté du CHUM. Par contre, je ne connais pas l'échéance. Donc voilà, ça c'est le nouveau produit MNT de façade du CHUM. Donc, vous pouvez prendre les références. Moi, je n'ai pas encore manipulé ce produit. Je sais qu'il est bâti sur le produit bathymétrique de Jean Roger, donc pour les études des tsunamis. On l'a utilisé pour l'étude du tsunami de 2018, qui avait engendré, par exemple, une vague de près de 2 mètres à l'île des Pins. On a fait un petit raffinement localisé sur la baie d'Oro, mais on avait des résultats qui étaient assez encourageants. La méthode qui a été suivie, donc dans le domaine de l'inversion bathymétrique par satellite, donc je ne suis pas connaisseur, hein, mais j'ai pris ça un peu des défis personnels, on va dire. Il y a 2 grandes méthodes. Il y a la méthode qui est basée sur l'inversion des modèles de transfert radiatif, donc à droite, où là, on va s'intéresser à toute la propagation, à tout le cheminement, enfin toutes les perturbations engendrées par les ondes électromagnétiques, par les phénomènes d'absorption, backscattering, etc., dans la colonne d'eau, mais aussi dans l'atmosphère par les particules, enfin par les poussières, les aérosols. Donc, ça veut dire que quand tu travailles sur des modèles de transfert radiatif, tu dois avoir aussi une connaissance très, très fine de tout ce qui peut perturber le signal électromagnétique. Donc, c'est quand même pas évident. Il faut avoir aussi une bonne connaissance déjà de la nature des fonds, qui joue un rôle de réflexion, et puis donc une solide connaissance de la structure du phytoplancton, mais aussi des caractéristiques du phytoplancton, par exemple, et des matières en suspension dans la colonne d'eau, sans parler donc des corrections très fines des effets atmosphériques. Donc à partir de là, une fois qu'on a des modèles de transfert radiatif avec tous ces éléments de connaissance en main, on peut effectivement facilement, on peut imaginer produire de l'inversion bathymétrique sur toutes les images qui nous tombent sous les mains. Et puis, il y a l'autre famille de méthodes qui est plutôt basée sur des approches statistiques, où là, on a d'un côté, alors il nous faut par contre de la donnée bathymétrique, justement, parce qu'on va jouer sur des modèles statistiques qu'on va vouloir fitter par rapport aux données bathymétriques disponibles. Donc, la contrainte, c'est effectivement avoir à disposition des données bathymétriques qui puissent couvrir à tant soit peu tous les milieux. Et puis, donc, utiliser des images qui soient aussi de bonne qualité au niveau prise de vue, effet de réverbération, pas trop, des images assez homogènes, etc. Et donc, avec ces modèles statistiques, on arrive à fitter un modèle statistique, mais qui sera spécialisé à l'image en question.
on ne peut pas le reproduire sur un autre jeu d'images. Donc, je veux dire, c'est monospécifique, quoi. Alors là, l'avantage de cette technique-là, en tout cas, bon, c'est la seule que j'ai utilisée. J'ai trouvé ça technique très rapide, facile à prendre en main, bien documentée aussi dans la littérature. Et puis, on peut même aussi appliquer une correction atmosphérique assez légère, finalement, parce que le modèle statistique derrière va aussi s'embarrasser un peu de tout ça, quoi, hein, de toutes ces imperfections liées aux corrections atmosphériques. Donc, la dérivation d'un bâti satellite, donc, elle a été réalisée avec des images Landsat, Landsat 8. En général, j'ai 20 à 30 images par localité. Je m'expliquerai sur ce que j'appelle les localités. Donc, centre nuage. J'ai de l'autre côté mes données du CHOM, donc qui sont alimentées, enfin qui sont stockées dans une base de données PostGIS. Et ensuite, pour chacune de mes images, donc je prends mes 3 bandes classiques, la bleue, la rouge, la verte. J'applique une correction géométrique, donc classiquement rencontrée, correction atmosphérique classiquement rencontrée également. J'applique un masque pour détecter le plan d'eau. Et ensuite, j'entraîne ce fameux modèle statistique. Bon, là, c'est un modèle plus proche voisin, KNN. Donc, je le fit à partir d'un petit échantillon de données. Et une fois que le score est pas mauvais, bah, je l'applique sur toute mon image. Donc, en sortie, j'ai une bathymétrie satellite donc inversée, sur laquelle je pourrais aussi m'amuser à retrancher le signal de marée, que je n'ai pas fait. C'est partie des optimisations. Et l'opération étant automatisée, je peux la répéter sur plusieurs images pour chacune de mes localités. Et ça, c'est peut-être un petit truc en plus, justement, c'est de faire une moyenne de plusieurs données bathymétriques inversées, donc à partir de plusieurs images. Du coup, j'arrive comme ça à réduire pas mal le bruit, parce qu'on se rend compte que malgré tout, sur une seule image, on se retrouve avec quand même pas mal de certitudes liées au bruit, justement, et le fait de moyenner plusieurs réalisations permet de réduire ce bruit bathymétrique, enfin ce bruit. Donc, la bathymétrie, elle est, on va dire, correcte entre 0 et 15 mètres, pas correcte, c'est relatif. Et ensuite, à partir de 25 mètres, cette bathymétrie inversée est recombinée avec la bathymétrie à 100 mètres du CHOM, si vous voulez. Il y a 2 opérations qui sont réalisées, toujours de manière automatique, des opérations, je dis, cosmétiques. Donc, lorsqu'il y a des trous un peu trop artificiels, ils sont comblés, des effets de lissage, etc., qui sont réalisés également de manière automatique. Donc, voilà un petit peu l'étendue du domaine en question. Donc, c'est que la grande terre qui est prise en compte pour l'instant, il n'y a pas les loyautés, c'est un projet. Donc, à droite, vous avez justement la densité de points des données du CHOM qui a été utilisée pour nourrir ce modèle statistique. Et ici, tous les petits rectangles, ce sont mes localités, si vous voulez, hein. C'est mes sélections de zones géographiques. Donc, j'en ai 65 boîtes comme ça, 16 par 16 km. Vous avez l'emprise typique d'une image Landsat. Et donc, sur chacune de ces localités, j'applique mon inversion des données satellites pour extraire la donnée bathymétrique. Et le code couleur que vous voyez à gauche, c'est la root mean square error, donc l'erreur quadratique moyenne, qui va donc de l'ordre de 0,6 pour les meilleurs jusqu'à 5 mètres. Donc 5 mètres, c'est beaucoup. Donc c'est pas parfait. Le produit, à l'issue de tout ça, c'est pas un produit qui sera destiné à l'usage pour la navigation, typiquement, c'est pas possible. Par contre, pour des simulations de circulation lagonaire, dynamique sédimentaire, ça commence à être intéressant. Donc, illustration. Donc, ici, vous avez la zone de Kumak, La Passe, donc une image en ça à gauche, et puis ici, la version bathymétrique associée. Donc là, on est dans des scores assez intéressants, parce qu'on est à 0,6, je crois, de mémoire, je ne sais plus où c'est, 0,8. Donc, on est en dessous de la valeur du marnage, qui est de l'ordre de 1,6 m en Calédonie. C'est pas mal. Et là, vous avez typiquement la distribution de l'erreur, hein. Donc dispersion de l'écart entre la donnée inversée bathymétrique moins l'observation, donc en fonction de la profondeur. Donc l'axe des X, c'est la profondeur, et l'erreur bâtie inversée versus observée en mètres. Donc la courbe en violet, c'est le biais moyen en fonction des gammes de valeurs dans profondeur. Et en rouge, c'est l'erreur quadratique qui augmente pour les petits fonds parce qu'il y a plus de dispersion.
Alors, ce que vous pouvez remarquer sur la carte bathymétrique en haut, qui est issue justement de la moyenne de plusieurs images Landsat inversées, on arrive quand même à des détails bathymétriques qui sont assez corrects, enfin, qui semblent assez smooth, si vous voulez, quoi, hein. Il n'y a pas d'artefact ou quoi que ce soit. Donc, une nouvelle localité sur Poya et Netwi. Donc là, c'est un peu moins bon parce qu'on est avec un root mean square error de 1.4, donc équivalent à la valeur du marnage. Alors, ce que je vous montre, c'est des choses qui sont automatisées, hein. Je n'ai pas cherché non plus à expliquer le pourquoi des erreurs, etc. Parce qu'après, ça peut être très, très chronophage et puis, malheureusement, j'ai d'autres choses à faire. Et là, un endroit où ça marche moins bien, c'est autour de l'île des Pins. Donc là, on est avec des erreurs de 2,7 mètres, donc ça commence à être assez élevé. En discutant un petit peu avec le CHOM, qui connaît parfaitement la qualité des données observées, bon, ils ont tendance à dire qu'effectivement, plus on a affaire à des données un peu anciennes dans le temps, moins on s'attend à avoir des produits bathymétriques issus d'inversion de satellite qui soient bons, parce que du fait de la qualité des données bathymétriques utilisées dans les modèles. Donc il y a cette information-là. Et c'est vrai qu'on voit qu'il y a quand même deux lots, hein, dans les erreurs. Il y a deux lots. On a l'impression qu'il y a peut-être deux jeux de données bathymétriques qui vont influencer diversement la qualité de l'inversion. Donc là, je n'ai pas creusé la question, mais ça fait partie des pistes. Donc, retravailler un petit peu plus sur la sélection des données bathymétriques qui sont utilisées pour entraîner le modèle statistique. Et aussi se poser la question de comment intégrer une correction de la marée qui pourrait être assez facile à réaliser et en quoi ça peut améliorer les choses. Donc ici, vous avez justement nos grilles de calcul qu'on utilise en mode tsunami et circulation lagonaire et vague submersion, donc sur la Grande Terre, avec une bathymétrie lagon issue justement de la donnée Landsat inversée. Donc on retrouve des structures qui sont assez cohérentes et on retrouve bien le récif barrière, le talus, etc., tous les détails. Donc une illustration, oui, alors ça je me suis arrêté sur Poe parce que, donc, comme je le disais, l'Ifremer a travaillé également sur un autre algorithme basé sur Sentinel, celui-ci, et avec des méthodes d'inversion un peu plus sophistiquées que les miennes. Donc je ne parlerai pas de leurs résultats, et par contre j'ai pu mettre la main sur leurs données, enfin ils m'ont passé leurs données bathymétriques. Donc dans le cercle rouge, vous avez des données qui ont été obtenues par l'Ifremer par des mesures par drone marin. Donc il y a 725 points à l'est de la faille au requin. Et ces 725 points, j'ai pu les comparer, m'en servir pour valider mon modèle qui lui-même a été établi sans utiliser ces données-là. Le modèle a été établi qu'à partir des données du CHOM, sachant que les données du CHOM sur Poe sont très rares. Donc là, c'est ma validation à gauche. Donc on arrive avec une erreur quadratique de l'ordre de 0,8 mètres, donc c'est quand même pas mauvais, dans la gamme entre 0 et 3,50 mètres. Donc là, ici, le modèle a tendance un peu à surestimer la profondeur, enfin à sous-estimer la profondeur du lagon de l'ordre de 50 cm. Après, je me suis intéressé à la méthode appliquée par l'Ifremer sur les données Sentinelle. Alors, l'erreur est à peu près similaire. Par contre, eux surestiment la profondeur. C'est l'inverse. Et on reste dans les mêmes gammes d'erreurs. Et puis, une réalisation également qui a été faite de validation, c'est sur la baie de Bourail, où là, bon, c'est un peu biaisé parce que du coup, je recompare avec des données du CHOM, mais qui elles-mêmes ont servi par contre à l'établissement du modèle bathymétrique issu de Landsat. Et là, on arrive avec des root mean square error de 0,6 dans la gamme 0,15 mètres. Donc ici, je vous présente une application de ce nouveau produit bathymétrique dans une problématique d'amélioration des simulations de surcote marine engendrées par les cyclones et autres phénomènes atmosphériques. Donc à gauche, vous avez la bâtie Tsucal, donc c'est-à-dire la nouvelle bâtie du CHOM, qui doit être à peu près similaire à ce produit-là, donc à 100 mètres de résolution.
Et à droite, le MNT bathymétrique issu de Landsat. Donc, on voit par exemple les embryons, enfin vraiment un effet très lissé de cette bathymétrie à 100 mètres, où on voit que le récif barrière typiquement a disparu, n'existe pas, alors qu'il est reproduit dans la donnée inversée satellite. Donc, il y a des larges différences. La faille au requin qui est vraiment très, très lâche et très large dans la bâtie à 100 mètres, parce que cette faille, elle fait quoi? Elle fait à peu près 20 mètres une cinquantaine de mètres à peu près de largeur à peine. Donc, on arrive à la reproduire avec la donnée bathymétrique Landsat, là. Et donc, ce qu'on a pu faire, toujours avec des données de l'IFREMER pour la validation, on a regardé justement le phénomène d'ensachage. Donc, à gauche, vous avez une simulation de l'élévation du plan d'eau pendant l'atterrissage du cyclone Oma. Donc, ce cyclone Oma a engendré des houles assez fortes sur le récif barrière, qui, sur le phénomène de déferlement, engendre, si vous voulez, va engendrer un piégeage des eaux dans le lagon et engendrer une augmentation du plan d'eau et donc participer à la formation de ce qu'on appelle la surcote marine. Donc, c'est une surcote uniquement liée au phénomène de déferlement, donc qui va dépendre étroitement à la qualité de la donnée bathymétrique. Donc, en noir, vous avez par exemple l'élévation dans ce lagon observée pendant Oma. On a fait la réalisation, donc on a simulé ce phénomène-là de surcote engendré par le déferlement avec la donnée bathymétrique à 100 mètres, c'est la courbe en bleu. Donc, on voit bien qu'on sous-estime de beaucoup la surcote, parce que la surcote mesurée est de l'ordre de 1 mètre, celle simulée est de l'ordre de 30 cm à peine. Par contre, lorsqu'on utilise la nouvelle bathymétrie à 30 mètres de résolution, donc le Landsat, on retrouve une surcote qui colle assez bien avec l'observation, donc c'est la courbe en vert. Et ça, on a pu la réaliser, enfin cette validation indirecte, on va dire, on a pu la réaliser sur d'autres phénomènes de surcote, sur d'autres engendrés par d'autres cyclones, et d'autres endroits, et à chaque fois, on avait des bonnes estimations des surcotes simulées à partir de la nouvelle bathymétrie. Donc voilà, j'ai terminé ma présentation. S'il y a des questions. Merci. Merci beaucoup pour Merci beaucoup pour cette présentation. C'est des questions, du coup, dans le tableau. Et en ligne, on peut regarder. Bonjour. Du coup, au niveau de la ville de Nouméa, on va engager avec le OBI et le BRGM. Je crois qu'on vous a consulté d'ailleurs, parce que c'est pas moi qui m'occupe du dossier. Ça avait été consulté en amont, il me semble. Du coup, je pense qu'on va répondre à un appel d'offres pour la submersion marine au niveau de Nouméa. Et je crois que c'est étendu au Grand Nouméa, si je ne dis pas de bêtises. Et on devrait utiliser du LIDAR qui va être produit sur le Grand Nouméa, qui est en cours. C'est ça? C'est qui est déjà produit. Voilà. Moi, c'est juste par information que je dis ça. Oui, mais oui. c'est quelque chose qui pourrait être confronté vu qu'on va avoir, c'est vrai, des données de type LIDAR plus précises et qui manquaient. Ce que vous disiez au début. Donc, oui, j'ai connaissance du projet avec Myriam. Effectivement, donc bon, le BRGM, ils réalisent à tour de bras ce qu'on appelle des plans de prévention des risques sur cette submersion. Donc, effectivement, on devait travailler avec eux en amont parce qu'on avait justement montré qu'on avait calé un modèle de houle dans les lagons, etc., qui tenait la route. Mais bon, ils ont préféré utiliser leurs propres outils. Donc, voilà, quoi. Par contre, effectivement, cette étude est intéressante parce qu'on va pouvoir aussi regarder un peu plus ces phénomènes d'inondation à la côte, ce qui va être traité par le BRGM. Et typiquement, là, les modèles qu'on utilise, on peut aussi les faire tourner en mode inondation. Sauf que pour l'instant, on est hésitant parce qu'effectivement, on n'a pas la donnée LIDAR qui va bien. Donc, on aura beau faire, mais on n'aura jamais des choses de bonne qualité.
Donc, on suit ça de près. Et effectivement, à la donnée LIDAR de Nouméa, ça serait intéressant de pouvoir travailler dessus pour regarder de notre côté avec nos modèles comment ça marche. Parce qu'après, on a d'autres chantiers, effectivement, sur les îles Loyauté, donc d'études d'aléas submersion, inondation, et sur la côte est également. Et puis, derrière, il y a toute cette problématique du sea level rise, quoi, donc le montée des eaux. Et donc, on voit bien qu'à travers des événements cycloniques ou même des houles distantes, dans certains lagons, on peut avoir des surcotes de 1 mètre, et voire même 2 mètres par endroit. Donc, comment ça va se traduire dans le futur? On ne sait pas trop. Comment ça peut aussi remonter les plaines alluviales à travers les rivières, parce qu'on sait que les ondes de tempête peuvent rentrer aussi dans certaines rivières et puis jouer un frein sur les écoulements. Donc ça, c'est des questions scientifiques qui sont vraiment importantes. Donc, on suit ça de près, quoi, mais puis on n'est pas les seuls. J'avais une petite question en termes d'interaction. On est vraiment dans cette notion dans le séminaire de collaboration. Du coup, c'est un peu pour challenger, c'est pas le bon mot, mais mieux comprendre. Il y a des données qui ont été utilisées à la fois de l'IFOMER, du SHOM. Nous, on avait une présentation l'année dernière en atelier, je ne sais plus exactement lequel, mais du coup de Benoît Soulard, qui nous présentait un petit peu les différents travaux de l'IFOMER dans le STB. On a eu aussi une intervention en plénière du STOM, donc directement depuis Brest, qui nous présentait le point de leurs travaux, c'était assez intéressant. Ouais. Est-ce que du coup, ils ont été intégrés dans ces types de réflexion? Est-ce qu'ils le font? Est-ce qu'il y a des interactions qui vont être renforcées? Est-ce que c'est un petit peu ça comme se posait à ce stade et puis on ensuite? Ouais, c'est un petit peu chacun de son côté pour l'instant. Mais après, ils sont courants, c'est-à-dire qu'effectivement, les fromères avec Romain, on a partagé un peu une façon de faire. Avec le CHOM, je ne connais pas les personnes qui sont impliquées sur la partie SDB, là, mais effectivement, je regarde un peu leurs travaux. Et en discutant avec le responsable du CHOM ici, c'est là qu'il m'a donné l'information comme quoi ils allaient effectivement aller vers une nouvelle bathymétrie SDB en Calédonie, quoi. Par contre, à quelle échéance, je ne sais pas. Après, je sais pertinemment que leur produit est de bien meilleure qualité que le nôtre. Parce que voilà, ils ont toute une équipe. Donc, il est temps effectivement d'échanger les pratiques et du coup, de co-construire et d'orienter les requêtes au développement en fonction des besoins. Il y a certainement des faiblesses dans l'une et l'autre des méthodes. Ouais, enfin, je ne pourrais pas dire. En fait, ce qui a été fait ici, c'est vraiment pour répondre à l'accompagnement d'une thèse, celle de Maxime Dufil, qui travaille sur les avantages et inconvénients des solutions basées sur la nature pour lutter contre l'érosion marine. Et effectivement, on avait vraiment besoin de données bathymétriques à l'échelle de la Calédonie qui soient adaptées à cette problématique-là. Du coup, c'est comme ça que c'est né. Mais effectivement, partir sur... on peut vouloir partir sur la création de données bathymétriques de qualité, ferait effectivement, comme tu dis, co-construire avec le CHOM. Bon, ça va se faire, mais pour l'instant, c'est pas non plus ma priorité, quoi. Oui, en fait, le message est fait passer aussi de notre côté, dans le sens où la RTSR n'a pas facilité ses liens, notamment avec des entités comme l'IRD, et qui sont à la fois sur du réseau de type TIA, mais aussi sur des pôles de type Audacity, justement, avec tout ce qui est milieu marin, etc. Donc, avec plaisir, faciliter ces échanges qu'on a vu, du coup, cette présentation l'année dernière. Si on peut jouer en facilitateur, on le fera avec grand plaisir. Oui, pourquoi pas, de s'assurer que si demain on a l'opportunité d'avoir une échelle d'un territoire des données basées sur des images open source, etc., quelque chose d'homogène et de pertinent, techniquement parlant, de valider scientifiquement, et du coup on pourra se donner les moyens de le produire et de l'avoir de manière récurrente. En tout cas, ce serait génial. Merci beaucoup pour ça. Est-ce qu'il y a d'autres des questions, interventions? Donc l'objectif n'est pas forcément de réagir. Merci beaucoup pour cette présentation. De manière plus générale, donc on reste sur le sujet de la cartographie des milieux, du milieu nautique. Je vais toujours pas refaire un affaire, j'ai l'impression que le dis. Donc effectivement, il y a la notion de la colonne d'eau, il y a la notion de la bathymétrie, il y a la notion des fonds marins. Les blooms, l'occupation des sols au niveau des ponts avec les herbiers, différentes densités, les récifs, l'état de blanchiment, etc. des coraux. Les sujets qu'on vote autour de cette thématique, on peut appeler ça une thématique parce que finalement chaque chose que j'ai citée est peut-être une thématique en soi.
Est-ce que les gens peuvent prendre la parole, les uns comme les autres, pour du coup exprimer leur vision de ce ou ces sujets? Je sais qu'il y a notamment des gens à distance, il y a le bureau d'études avec l'Opéra, une petite patate chaude qui est largement représenté, à la fois ici et en vidéo, donc c'est Valérie qui est connectée. Est-ce que vous avez peut-être quelque chose à partager? Et puis une vision, je pense que vous avez des utilisateurs qui sont sur ce type de problématique. Vous pouvez partager une expérience là-dessus? Peut-être que Valérie peut prendre la parole ou est-ce qu'on va mettre la parole à notre ami Pascal? Oui, parce que nous, on travaille beaucoup sur ces problématiques aussi bien pour les dire que proche du lagon. Et ça nous intéresse beaucoup, justement, cette problématique. Et l'utilisation des images satellites pour la déterminer. En revanche, je fais un parallèle avec ce qui s'est passé précédemment avec la présentation sur les vagues vertes. C'est corollaire avec ça aussi. C'est assez intéressant. Est-ce qu'on peut des énergies à trouver, des projets qu'on pourrait porter ou pour des utilisateurs, parce que pour les utilisateurs, c'est pas forcément tellement que les gens. Oui, pour les utilisateurs, oui. Toutes les problématiques de pollution. Les algues vertes, bon, on en a eu sur la côte est aussi. On a eu à les déterminer, à savoir ce que c'était exactement, où ça venait. Ainsi qu'on a entendu parler. Sinon, les problématiques dues aussi à la déperdition des mangroves. Ça peut aussi être intéressant de ce côté-là. Et tout ce qui est au niveau urbain d'ailleurs, puisque Nouméa et Païta sont très intéressés par la problématique. Bon, c'est carré, voilà, je n'ai pas trop d'autres thématiques tout de suite là, sur le fond. J'avais une question tout à l'heure, mais qui m'est revenue, qui est perdue à un moment donné, et c'était sur cette diapo, Jérôme. J'ai du mal à comprendre en fait la suite de cette diapo là. Du coup, ça c'est en fait en quelque sorte d'après ce que tu parlais là. Donc c'est une abscisse inversée. Donc en fait, plus on se rapproche de la surface, et plus la variation est grande. Dans ce cas-là, oui. Et parce que j'ai vu après que c'était inverse. Oui. Et c'est ça que je n'ai pas tout à fait compris. En fait, c'est un peu plus expliqué, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de la qualité des données bathymétriques. C'est ce que j'ai expliqué, je pense qu'il y a une corrélation, ça dépend de la qualité des données bathymétriques. Par exemple, dans les données bathymétriques, j'ai des données qui sont autour, à 5, 10, 15, 20, voilà. Je ne suis pas forcément très précis, mais que j'utilise de mieux dans le processus d'inversion que les données bathymétriques. Mais du coup, il ne faudra pas arriver à discriminer la provenance de ces données bathymétriques, qui comme modèle de génération, et voir comment ça influe ou pas sur la qualité de cette génération. J'ai une question. Oui, je vous pose la question. C'est plus une remarque ou peut-être une réflexion en question, mais je pense que ça ressort dans les deux présentations, c'est que on voit un peu la difficulté clairement d'extrapoler, on va dire, des produits issus de la télédétection avec d'autres zones. On arrive à avoir des choses qui marchent très bien sur un site. On adapte la méthode en fonction du site. Par exemple, donc sur Coué, on
pense qu'on a pris un peu les avantages de ce site assez particulier, peu profond, une eau très claire, pour développer une méthode et utiliser tel ou tel type de produit. Et toute la difficulté, c'est de se dire jusqu'où on peut l'utiliser ailleurs, sans validation, et sûrement que la réponse, c'est nulle part. Et c'est là le gros problème pour que les produits finalement soient utiles aux collectivités, aux plusieurs collectivités, c'est de trouver le bon compromis entre voilà, on fait un produit précis et il faut quand même que ce soit un produit qui soit adapté à chaque zone. Et ça demande énormément de boulot, clairement. Voilà, c'était plus une réflexion, mais qu'il faut, je pense, clairement garder en tête et qui est complètement adapté pour la cartographie benthique en général, je pense. C'est une réflexion particulièrement distante, c'est vrai, parce qu'on se la pose pour toutes les thématiques, c'est absolument toutes. C'est un petit peu le juste milieu entre un produit avec 100% de véracité, 0% de coût, 100% reproductible et 100% automatisé. Donc c'est un peu le savoir jouer avec les différents leviers, effectivement, en fonction des besoins. Du coup, la remarque qui est intéressante, et la question peut-être suivante, c'est quels sont selon toi les principaux freins aujourd'hui si on voulait demain développer quelque chose qui tienne la route à une échelle territoriale, à une échelle régionale s'il le faut, quelle que soit la thématique, que ce soit sur le sujet de la bathymétrie, si on estime qu'il y a peut-être encore des développements à faire pour assurer l'homogénéité et la pertinence de la donnée à une échelle globale, ou des cartographies sur lesquelles vous pouvez travailler. Est-ce que c'est la donnée de référence, c'est donc la donnée de tissu? Est-ce que ce sont les données en input, autres que l'institut, les imageries, etc. Est-ce que ce sont les compétences? Est-ce que ce sont les financements? Tout peut être mis, cette expression de besoin. Est-ce que c'est tout ça? Du coup, c'est là où en fait l'objectif de ces ateliers est un peu d'identifier les principaux freins pour mener des actions de sorte à les lever ou en tout cas y pallier un petit peu. Je pense que c'est un peu tout ça à la fois et ça dépend surtout des thématiques précises. Par exemple, clairement, le manque de moyens, effectivement, que ce soit humain ou financier, pour acquérir la donnée, pour avoir de la bonne donnée, justement pour valider les méthodes. Cette étape de validation des méthodes qui est primordiale. Alors, je tente à essayer de répondre à la question en particulier pour les algues vertes. Et pour répondre à la question de la ville de Nouméa, ce serait de refaire l'exercice spécifiquement pour cette zone, en cherchant, il y a un travail à faire sur quelles sont les caractéristiques de la zone et du coup, quelle méthode, quelle chose qu'on n'a pas du tout écartée pour la zone de Pouilly pourrait être envisagée pour la zone de Nouméa. Et je pense notamment pour les algues vertes, peut-être qu'à Nouméa, elles ont peut-être plus tendance, en tout cas les blooms majeurs ont peut-être plus tendance à être flottants et pas benthiques comme ça a été le cas à Pouilly. Et là, ça ouvre toute une nouvelle perspective d'imagerie possible et de méthodes qui sont finalement déjà validées, qui pourraient être utilisées. Et en fait, c'est au cas par cas, et par contre, s'il faut mettre de A à Z une nouvelle méthode, clairement, oui, c'est les moyens financiers, c'est un petit peu toutes les limites que tu as mentionnées. C'est du standard, on ressent sur les tablettes. Non, mais après, c'est un contexte économique qui ne permet pas de tenir le plus dans le nord. On peut peut-être prioriser les choses, c'est-à-dire qu'est-ce qui est prépondérant dans ce genre d'analyse. Est-ce que ce sont des données, des inputs de terrain ou des données spatialisées ou des choses comme ça? Il y a deux aspects, il y a la priorisation et la mutualisation. Effectivement, il y a à la fois la mutualisation des moyens humains, on en parlait, et quand on voit les projets comme été présentés avec le SDV, sur lesquels on a des travaux de l'e-commerce, du Guérandais, du Chaume, ensemble on va plus loin clairement et de manière plus durable. Donc c'est un petit peu, est-ce qu'il y a d'autres ressources? Et je pense directement au réseau d'Atapéa, avec soit au Baptiste, soit finalement le Grand Pédin, Guérandais. Donc on a matière à demander à ces gens-là tout un écosystème de recherche, notamment des utilisateurs et des producteurs, est-ce qu'ils sont intéressés pour voter sur ce type de thématique? Et également à la région régionale, qu'on ne sollicite pas du tout aujourd'hui, avec encore une fois des moyens. Je pense à GILD, désolé, je les recite. Je n'ai pas d'action chez eux, mais je sais qu'il y a des financements derrière et ça peut être intéressant
Après, voilà, il y a le SPEC, il y a l'UCN, il y a plein d'initiatives qu'on peut solliciter, mais on ne pourra les solliciter que si on mène un petit groupement, une sorte de consortium avec un projet fixé. Et effectivement, là, c'est la démarche de dire est-ce qu'on fait un AMI, est-ce qu'on va rechercher un petit peu les différentes expressions de besoins, prérogatives, etc. Et donc, qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut développer une toute nouvelle méthode ou est-ce qu'on veut gérer l'adaptabilité des choses existantes, etc., etc. Donc, beaucoup de questions, mais dès qu'au symptôme, des perspectives, je pense, quel que soit le frein constaté. Je voulais juste rajouter que chaque fois qu'on a utilisé la télédétection, que ce soit pour des problèmes intiques ou autres, même terrestres, la vérité terrain a été fondamentale. Je veux dire, on n'a pas pu s'en passer. C'est quasiment impossible et c'est ce qui coûte le plus cher. Qu'après on puisse reproduire certains process et algorithmes sur d'autres terrains, oui, ok, d'accord. Mais automatiquement, il y aura une vérité terrain qui sera au niveau de prix. On l'a vu même pour le NOS. Les véhicules sont déplacés sur des îles, sur la Grande Terre, partout, et pourtant ce n'est que le NOS. Et ce sont des grandes surfaces. Et pour cette notion de données in situ, du coup, effectivement, c'est un frein. Si on doit trouver une solution potentielle ou partielle à ce frein, la première étape est potentiellement la mutualisation, dans le sens où, effectivement, ça coûte très cher, mais à partir du moment où on ne sait pas ce que les autres font, on n'a pas ce partage, on n'est pas au courant qu'il y a des données, et comme lui-même on est au courant, il n'y a pas une notion de partage et de mutualisation, alors on arrive à des freins où on va pouvoir payer 2, 3, 4 fois la même émission, alors que finalement, un bureau d'études concerné qui pourrait faire des vétérans préfère peut-être faire 4 fois et élargir le site et contribuer à un projet global plutôt que de se cantonner à un site et d'aller 4 fois sur le même endroit pour faire des relevés dont on aurait pu potentiellement se passer. On a des grosses idées sur tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est développé par l'outre-mer ou autre institution peut servir à des bureaux d'études comme nous, etc., qui n'ont pas le temps de développer ce genre d'algorithme, etc., et de se pencher dessus pendant des jours. Bon. Ça coûte très cher et puis on gagne de l'argent. Utiliser ce genre d'algorithme, ce genre de traitement, sur l'étagère, et nous aller sur le terrain et s'en servir pour rendre à notre contrat. Effectivement, pour les gens qui sont à distance, je me fais avec le micro, donc l'idée étant, et c'est un point hyper intéressant, c'est qu'il y a aussi cet effet inverse où le secteur privé dans les bureaux d'études comme un Coursera en environnement peuvent utiliser des process qui sont déjà développés, mis en place, ou finalement les tester sur des nouveaux sites, et à partir du moment où ils vont de toute façon sur le terrain, peuvent même directement contribuer à leur calibration, ou du moins à les tester, à donner des retours fiables par des experts thématiques à des chercheurs qui finalement n'auraient pas forcément accès à ces retours thématiques. Ouais, moi c'était pour revenir sur quelque chose de plus global sur la donnée, la récupération, les besoins des collectivités, mais aussi des laboratoires de recherche, ainsi de suite. Là, c'était juste un exemple, mais sur le projet, c'est le projet de l'agriculture familiale qu'on a vu ce matin. Voilà. C'est par exemple, le CCF de la ville de Nouméa sur une ville n'a pas été consulté. Moi, je sais qu'ils travaillent dessus, qu'ils ont travaillé avec des étudiants de l'université en stage sur la composition des ménages dans ces zones, etc. Et en fait, il y a déjà de la donnée, et notamment de la donnée empirique et de terrain, qui est produite par les collectivités, en fait. Et en fait, j'ai l'impression qu'à l'inverse, c'est dans les deux transports, c'est pas jeter la faute l'un sur l'autre, c'est qu'il y a trop d'écart. Et moi, je pense que ce qui serait, il y a trop d'écart entre les différentes institutions, on n'échange pas assez. Et je pense qu'il est bien, c'est qu'on a un atelier tout simplement de comment on peut mettre une méthodologie en place pour j'arrive, je connais les objectifs d'une collectivité qui recherche, mais moi mes travaux ils peuvent peut-être s'inscrire là-dedans, et du coup peut-être qu'ils peuvent m'aider. Et du coup déjà je peux peut-être faire financer une partie de mon étude là-dessus, parce que je vais répondre à leur objectif. Et inversement, quand une collectivité regarde des projets de recherche, mais du coup que cette communication elle soit facilitée plutôt que de tout le temps aller chercher. Après c'est mon job, aussi d'aller vérifier, etc. Mais ça c'est pas hyper simple en fait.
Il y a une multitude, il y a, là, quand on regarde juste le nombre de choses qu'il y a, c'est énorme à aller voir, à aller chercher. Et en fait, on pourrait juste dans l'entendre, parce qu'en soi, on est tous financés par l'argent public. Et même les bureaux d'études, hein, c'est une petite pays à la fin. Donc, il y a. Enfin, c'est autant les économies sur ça. Et moi, je serais plus dans le sens de peut-être même carrément créer un atelier où on réfléchit à une méthodologie pour, je sais pas, tous les ans, on essaye de mettre à jour les objectifs des différentes collectivités, peut-être sur l'année, avec, par exemple, nous, la submersion marine, on commençait à y réfléchir, dessus dans les stratégies. Et finalement, il y a eu les différents épisodes cycloniques avec beaucoup de submersion. Et du coup, on a accéléré la courbe, donc il y a eu des opportunités, ainsi de suite. Et on se retrouve à travailler maintenant avec un qui est là-dessus. Mais ça peut dériver un peu du pur sujet de cet atelier thématique, mais je peux revenir largement de côté hyper transverse à toutes les thématiques. Peut-être c'est pas une réponse, mais c'est des commentaires en tête de réponse. La première démarche pour essayer de pallier à ça, c'est l'open data. La ville de Montréal, pour instruire le gouvernement, il y a quand même des vraies démarches. La Calédonie est en train de se mettre en marche, c'est quand même bien avancé par rapport à d'autres territoires. C'est un premier moyen de pallier à ce manque de communication globale entre les différents acteurs. Le découpage administratif local n'est absolument pas. Clairement, on est en compétences, etc. Avec parfois des chevauchements qu'on ne connaît pas. En termes de partage des visions des collectivités, je pense, et je parlerai certainement pas en leur nom, mais typiquement ne serait-ce que pour un cas, on en parle dans les clusters, avoir des présentations une fois tous les 6 mois, voire tous les ans, des priorités affichées pour un cas, donc des priorités quand même de dépenses des fonds publics, dont nous sommes tous participants. L'idée, c'est d'avoir ce retour d'information qu'on demande au niveau du secteur économique. Ça, j'en parle au titre de ce plan maritime, c'est un besoin. Mais pour le coup, effectivement, ça confirme le fait que ne serait-ce qu'inter-institution, il y a des vrais challenges là-dessus. Mais c'est aussi, en réponse à ça, l'origine de ce type de questionnement et de problématique. C'est grâce à ça qu'on a des instances comme le Club de la géomatique qui sont là justement pour partager certains sujets. Et de dire, bah, les gars, en fait, nous, on travaille sur ce sujet-là. Tous ceux qui ont fait de près ou de loin à ce sujet, venez partager, etc. Mais il y a deux aspects. Le premier, c'est qu'il faut que ce soit ouvert à tous. Et le deuxième, c'est qu'il faut que l'information, on s'assure qu'elle circule le plus loin possible et que tout le monde y ait accès à cette information. C'est ça. Oui, donc le rejoint était très, très, très fantastique. Et il y a juste un truc, c'est pour donner un exemple. Excusez-moi. Non, mais sur un exemple, là, sur l'étude submersion qui devrait commencer l'année prochaine, en fait, nous, la vie, on ne pouvait pas tout payer, tout financer, on n'aurait jamais pu le faire. Et en fait, on a réussi à trouver un arrangement qui nous permet de financer à 3 institutions l'étude. Donc, et dedans, il y a une partie recherche et après une partie collectivité. Mutualisation, Mutualisation. Pour répondre juste à un côté là, pourquoi pas Nouméa je pense qu'ils ont privilégié la commune de Nouméa parce qu'il y avait pas mal de choses déjà de fait, des jardins, etc., etc. Mais il y a un étudiant de la DTO qui est piloté par Jean-Marie Petit, qui a travaillé effectivement sur les jardins de Nouméa. Et je m'étonne qu'il ne soit pas venu te voir. Donc je m'engage à te mettre en contact avec lui. Je fais en partie du projet là. Ok. Juste pour revenir sur la mutualisation, on est d'accord avec l'ensemble, de toute façon, c'est une nécessité. On discute plus et qu'on va se monter en tant que chercheur l'information des instituts vers les institutions et inversement. Donc c'est vrai qu'on manque sérieusement d'échanges. Alors c'est très bien de collab pour ça. Et ça a renouvelé pour des différentes thématiques. Et c'est vrai qu'on a réellement besoin parce qu'il y a on le voit tous, il y a un réel manque de transfert des connaissances et d'application vers la stratégie. Et c'est un sujet qui est actuellement très très de la mode. On demande énormément
d'action et de travail pour aller vers les gestionnaires. Franchement, les appels d'offres sont, on appelle des gestionnaires avec nous, ce n'est pas la peine de postuler. Là, voilà, donc on a vraiment besoin d'une mutualisation des données, comme vous disiez, des transferts de ces données, je t'ai mis l'information des gestionnaires. Et pour en revenir aussi, un point qui est rarement soulevé, c'est les besoins des chercheurs. On a aussi besoin des chercheurs, nous, des données des autres, et en partie des bureaux d'études. Et quand on regarde le système de prix, par exemple, nous, on est parti, on a commencé à travailler sur ce sujet-là, avec des questions de recherche derrière, on a commencé à travailler après des données issues des collègues par les bureaux d'études. Ça nous a permis clairement un peu de visualiser et clairement de gagner du temps pour nos études. Et ça, il ne faut pas l'oublier, c'est quelque chose de totalement itératif entre la recherche des bureaux d'études et les institutions, et tout ça, ça devrait être relativement commun. Comme je le dis, moi je suis partisan, comme on disait, tout vient du même endroit, le phare vient du même endroit, je suis assez partisan que même des bureaux d'études, la donnée devrait être publiée et disponible à tous. Donc il y a un bémol. Attends, il faut pas juste finir l'intervention par une préco. Si on arrive vers une solution, on envoie une solution, il faut l'organiser par le bureau d'études, coordonner les clients. Les bureaux d'études ont des clients, c'est donné à partir de ces clients. Oui, mais dans les collectivités, je parle des études avec collectivités. Bien évidemment, à partir du moment où c'est des données, ça devrait être public. En fait, ça peut être. Oui, non, mais je sais. Et un autre point aussi en termes de mutualisation, on parle beaucoup de mutualisation des données, mais on ne parle plus de mutualisation des capteurs, des moyens, etc. Et ça, c'était une réflexion qui pensait à la nouvelle technique, parce qu'on doit travailler sur des sujets identiques, et avec des outils souvent très différents qui ne permettent pas en fait de comparer. Et si on avait tous les mêmes outils, donc des préconisations des outils, c'est peut-être un travail qui devrait se réaliser entre les différentes personnes. Ça serait peut-être, ça nous permettrait peut-être d'améliorer notre qualité de données. Donc, je voudrais faire aussi un constat, je ne vois pas beaucoup de milliers ce genre de séminaires. Il y en a, quelques-uns. En tout cas, la télédétection, ce n'était pas leur priorité. C'était il y a encore quelques années, puisque je m'occupais de la photographie aérienne des orthophotos, pour faire de la topo. Mais quand on leur propose de la télédétection, quand ils nous demandent de la vérité terrain sur un endroit pour un rapport quelconque, peu importe, en général, ils ne le prennent pas. Parce qu'ils pensent que c'est cher. Et on est obligé de se débrouiller juste avec la vérité terrain. On ne peut pas utiliser l'image. C'est juste un constat. Ils ne sont pas au fait à part quelques-uns, bien sûr, mais sinon ils ne sont pas au fait de ce que peut apporter la télédétection en manière de facilité d'approche et puis de rendu cartographique, même, ne serait-ce. Je suppose qu'à partir du moment où on a une expression de besoin, que l'INI n'est pas sur le moyen, il est vraiment sur le besoin, la finalité, il a fait un service, une carte ou un produit. Si on trouve que ça coûte moins cher et que c'est aussi pertinent de passer par la télévision, ils vont entendre bien, je suppose. Ou pas. Ok. Bon, effectivement, on en vient au fait de s'intéresser d'avoir peut-être des utilisateurs qui ne sont pas là pour jauger ou qui ont du mal à appréhender les technologies et les moyens des outils. Si on reste plus sur l'intervention au niveau des outils, est-ce que, par exemple, il est très judicieux d'animer ou de proposer à la communauté calédonienne un atelier, alors c'est un petit peu l'objet de ce séminaire, mais l'objet de ce séminaire est de mettre en place des initiatives, pas forcément de tout faire pendant 2 heures, mais effectivement peut-être un moment d'échange, de partage sur les outils par rapport à des thématiques particulières. Donc l'IFOMER adresse quand même beaucoup de sujets, beaucoup de thématiques. Est-ce qu'on pourrait peut-être proposer une session de discussion, de partage des outils, comme tu en parlais à l'instant? Est-ce que ça pourrait être intéressant? Si l'idée est de partager, du coup, il faut, encore une fois, c'est des initiatives qui font la chose, proactivité. C'est toi qui l'as dit.
Alors effectivement, moi c'est mon combat de tous les jours depuis 14 ans que je suis à la Navarre au service de l'eau. Alors je suis contente que vous en parliez. J'avoue que dans le domaine de l'eau, on a un petit peu essayé de faire le travail quand même en mettant quelques formats, quelques propositions de standards qui sont évidemment à l'échelle Nouvelle-Calédonie, donc il y a le scandale. On est disponible pour en reparler si elles ne sont pas adaptées, mais je pense qu'effectivement on a besoin de réussir à se mettre d'accord sur des formats, sur des clauses d'échange et de récupération de la donnée par les bureaux d'études quand la force publique paye les études pour réussir derrière à la récupérer et pouvoir la réutiliser pour une autre étude. Une autre étude suivante était de recommencer à zéro, juste parce qu'on a oublié de récupérer les shakes ou autres au départ. Après, moi j'ai quand même effectivement la difficulté aussi, même quand les chercheurs ont fini leurs travaux, de récupérer là encore autre chose que juste le rapport PDF avec lequel je peux finalement moi faire un petit peu mais pas grand chose. Donc c'est vraiment, voilà, faut qu'on réussisse, faut qu'on réussisse tous ensemble et à tous les niveaux à mieux partager vos sessions. Alors, cette question est récurrente, on le voit depuis 3 ans qu'on fait l'OSS. Bon, on a toujours été confronté à cette question, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait le BOSS, on a fait l'atelier du BOSS. L'idée était de pouvoir échanger les données sur des mêmes bases, voir des mêmes typologies de classes pour pouvoir échanger la donnée. Parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, chacun produisait des cartes dans leur coin, et que quand le petit copain qui était à côté voulait les utiliser, il s'est dit, mais moi j'aurais envie de les cartes, ça pas de manière. Effectivement, c'est pour ça qu'on a créé avec cet atelier sur le mode de création du sol, sur la typologie. Du coup, on a établi quand même des constats assez, toujours aussi intéressants, mais toujours aussi un peu standard. La question, donc c'est toujours qu'est-ce qu'on fait, donc la suite. Qui fait quoi? Comment on avance? Il y a déjà une proposition de Hub. Il va organiser donc un atelier pour mobiliser les gens à réfléchir sur le partage de l'information. Il y avait déjà la MI, donc dans tous les cas, c'était après la manifestation d'intérêt. La notion des outils peut commencer, je pourrais préconiser de commencer par un listing de tous les outils ou des applications sur lesquelles on travaille, et puis du coup de choisir les sujets prioritaires en fonction des ressources. Si on a 10 personnes qui veulent débattre d'un sujet, d'un outil particulier, on très naturellement le sujet. Oui, la phase juridique, j'allais y venir, c'est que moi aujourd'hui, là où je suis, là où c'est difficile, c'est que on parle d'open data, et j'ai posé la question encore sur mon tu vois, c'est comment est-ce qu'on réussit à quand même dépasser les obstacles et les difficultés souvent humaines sur le partage de la donnée vers l'open data. Et ça, personnellement, moi je sais que j'ai besoin d'aide. C'est-à-dire que quel message faut-il réussir à faire passer pour que les données dont je dispose, mais que je n'ai pas le droit aujourd'hui de mettre dans l'open data, ça puisse changer? Non, clairement. J'aimerais que toutes les personnes qui produisent ces données soient dans un niveau de volonté de partage. Ça commence à l'être. Oui, en fait, c'est ce que je veux dire. En fait, ça évolue dans ce sens-là, je trouve, quand même. Parce que depuis 30 ans que je travaille sur la télédétection, je vois quand même une évolution vraiment énorme sur l'open data. Et de plus en plus, en fait, voir, par exemple, il y a encore 15 ans, on achetait des images de SWOT 4, SWOT 5 au prix fort. Aujourd'hui, c'est gratuit. Donc, il y a une tendance, en fait, à l'homogénéisation, et c'est surtout ce que l'on va en faire qui va être de la valeur ajoutée, qui va être effectivement moins accessible, mais toujours est-il que la donnée de base peut être, et les méthodologies sont partagées. Voilà. C'est la grosse tendance. Et je suis d'accord avec la remarque de Pascal au niveau législatif. Effectivement, c'est là-dessus qu'il faut que ça évolue le plus et le plus vite. Parce que c'est souvent ce qui est bloquant. Nous avons mis à jour en tant que bureau d'études, on a fait des orthos sur des images de la ville 3D ancienne qui n'existent pas à la ville 3D. On les a fait pour les clients, sur leur mine, sur leur terrain, sur des milliers d'hectares. Sauf qu'elles ne nous appartiennent pas. Ça appartient aux clients, parce qu'on avait payé pour faire ces orthos.
Oui, tous les gens on télécharge le chevelu de la Javela au niveau des criques. Le chevelu. Le chevelu de la Javela au niveau des criques. Quand on a un client qui nous demande de faire un travail, je ne sais pas, sur la gestion des zones, sur une mine, etc., nous, on fait des criques et des cours d'eau supplémentaires que la Javela n'a pas. Parce que nous, on va sur le terrain, on fait des relevés. Elles sont dans nos bases de données. Et jamais on les rencontre à la data. Les notes sont justes. Ça, par exemple, le numéro d'études. Oui, mais je n'ai pas le nombre d'études, ça peut être l'information. Mais après, la nature bouge. Si ça se trouve, les données que tu as sont déjà obsolètes. Ok. On a fait tous les massifs. Donc, du coup, est-ce qu'on peut faire un petit récap des actions identifiées? Je ne sors jamais de ces réunions sans action, sinon c'est la réunion, je ne sais pas faire. Donc, on a vu l'AMI. Donc, l'AMI, c'était pourquoi exactement? C'était un appel à manifestation d'intérêt à la communauté par rapport à Les besoins des collectivités. les besoins des collectivités en termes de type de produit ou par rapport à un sujet particulier. Donc tout ce qui traite un petit peu de l'habitat bâti qu'on peut ouvrir en général, en fait. Et puis notamment du sujet des algues. Donc ça pourrait être effectivement quelque chose d'assez probant. Je pense qu'on pourrait le faire à un niveau local, voire régional. Déjà au niveau local, au niveau des organismes de recherche. Donc l'ART, le rôle de l'ART, il est vraiment d'agir en qualité de facilitateur. Alors, on n'est pas là pour faire et tout animer. Le principe est tel que pour animer pleinement une réunion, il faut quand même avoir une petite expertise thématique. Par contre, on agit en facilitateur. Là, je vois directement l'ART, le club et le Pressica qui peuvent diffuser un petit peu. Je pense au Pressica parce qu'ils ont des travaux, les organismes de recherche ont des travaux dans la région sur ce type de sujet. Je pense encore une fois à l'IRD, parce que l'IRD, je crois qu'elle a mené des travaux là-dessus. Donc un AMI, c'est un Google Form. Est-ce que tu sais préparer des Google Forms? Moi non. On va le faire. On va trouver les moyens. Il faut écrire, il faut identifier quelque chose qui passe, etc. C'est juste que c'est une action qui va falloir prendre en charge. L'ART, voilà, on va s'y atteler. La liste, effectivement, suite à la question qui avait été posée suite à la présentation sur les vagues de Coué, de savoir si ça avait été. L'idée avait été de le faire aussi sur la nouvelle catégorie, c'est entièrement en fait. C'est donc nous qui avons réagi pour se dire que s'il y avait un besoin dans ce sens, à ce moment-là, on pouvait effectivement monter un projet, mais il fallait faire remonter ce besoin. Et donc on avait parlé d'AMI. Voilà. Donc on pourrait appliquer directement sur le sujet des algues, des blooms, etc. Et puis appliquer du coup peut-être plus largement sur la mutualisation des. Non, mais ça, il ne faut pas que les chercheurs c'est pas c'est pas l'objet, l'idée c'est de. Alors tout le monde sera dans la boucle, que ça parte du coup de l'e-commerce, ça peut partir de toi. Alors, par exemple, sur la vie de 2001. L'idée là, on est vraiment dans le fait de trouver des sites prioritaires et d'orienter, de garantir la réplicabilité des développements qui ont déjà été développés. S'il y a besoin de données in situ, je pense qu'on saura collectivement faire affaire, et j'espère, faire appel à la communauté, donc aux experts économiques. L'objectif n'étant pas de concurrencer. Concernant tout ce qui est bloom, planktonique ou de macroalgues, etc., l'avantage, c'est que c'est des très bons indicateurs de dégradation de milieux. Et nous, notre objectif à nous, c'est de définir des indicateurs qui peuvent être utilisés par les bureaux d'études. Il ne s'agit absolument pas de remplacer les bureaux d'études. Parce qu'il y a beaucoup de questions de recherche sur la qualité des milieux, c'est comment on fait, comment on écoute, quel traitement, quel espace, etc. Aujourd'hui, c'est un peu fait par les bureaux d'études comme ça, et plus du savoir-faire des uns et des autres. C'est
c'est pas bon, mais ça n'empêche qu'il n'y a pas de méthodologie vraiment définie. On a souvent aussi aucun cadre, comme il y a en Europe, sur la qualité des eaux. Et tout ce qui est bleu, phytoplanctonique ou de macroalgues, ça va devenir un sujet d'avenir. Et franchement, ça va devenir un sujet d'avenir avec le réchauffement des eaux et l'utilisation de toutes les côtes. Donc, c'est à nous aussi de mettre en place des outils qui soient équilibrés derrière ça par les bureaux d'études et des outils d'alerte. Et il faut nous laisser travailler. Donc, c'est un quelque chose qu'on va faire ensemble. Parce que notre objet, c'est de transférer des outils. Donc, si c'est des outils qui ne servent pas, c'est pas la peine de commencer à travailler sur ces outils. Et donc, voilà, il y a un moment où vous avez un besoin, mais nous, on a aussi, on n'est pas de service, mais on a aussi, donc on a des outils à la collectivité. Donc, il n'y a pas de compétition à ce niveau-là. Je suis d'accord qu'on ne doit pas travailler et faire une chose que les bureaux d'études, et je suis le premier à le dire. Mais ça n'empêche qu'il y a quand même du travail aussi pour le futur. Donc, effectivement, j'insiste bien sur ce que vous avez dit, c'est quand même assez important. La capacité aussi, effectivement, dans un second temps, de la recherche, de pouvoir ouvrir les travaux. Voilà, tu as parlé d'une notion de transfert, c'est pas du tout dans les mœurs au niveau national. Ça part en lettres, en tout cas, mais ça n'est pas de manière collégiale. Effectivement, de plus en plus, on tend vers le fait que les travaux de la recherche devraient pouvoir être industrialisés et réutilisés derrière pour promouvoir finalement l'utilité de ces travaux, donner les moyens de mener de nouveaux travaux, etc. C'est le cercle vertueux qu'on cherche, je pense. Mais du coup, effectivement, il y a une notion qui ressort aussi, c'est cette vision et cette posture culturelle qui est très appréciable et qui permet de dire qu'il n'y a pas de peur, de crainte de se faire phagocyter un outil. Au contraire, à partir du moment où il fonctionne, utilisez-le, challengez, faites-moi des retours et l'objectif étant d'améliorer ensemble. Après, je suis un bon exemple, je reprends ma casquette Insight. Je suis allé chercher la recherche pour traiter ces points-là. En ce qui me concerne, l'observation de la Terre et l'univers spatial, libre à Aquaterra, du coup, de prendre le lead sur un projet comme ça. Je pense qu'on a besoin, encore une fois, de gens qui prennent des initiatives et de proactivité dans tous les sujets qu'on traite. Donc, à la limite, avec grand plaisir de prendre le lead et de le faire en binôme. On n'est jamais trop de deux pour animer des réunions et des ateliers, etc. La RTL, encore une fois, travaille là-dessus. On ne va pas faire le travail à la place des gens, c'est possible parce qu'on ne peut pas tout faire. Moi, j'ai fait le travail côté occupation des sols, parce que ça m'intéressait côté Insight et que je cherchais à challenger et à nous comprendre. Avec grand plaisir, si à côté moi et les commerces peuvent travailler ensemble sur ce sujet. L'objectif étant effectivement de travailler main dans la main, jusqu'à même créer un terreau fertile pour que les bureaux d'études orientent et plus de boulot potentiellement sur certains sujets, avec du coup une notion de mutualisation, de retour sur investissement de double ou triple par rapport à des projets qui sont finalement mutualisés. C'est un dommage, mais on peut se le dire. C'est bon pour toi, Emma? J'ai redemandé des interventions à distance, mais nos participants virtuels sont uniquement virtuels. Donc, on peut conclure. Merci beaucoup pour ce premier atelier. On a commencé un peu en retard, on est un peu en avance. Pour le coup, ne pas hésiter sur les notions encore une fois, on a soulevé de mutualisation, de faire avancer les choses. S'il y a des idées particulières, des sujets, des choses qu'on aurait oublié de traiter, faites-nous le remonter. On a créé une adresse à contact@oss.nc, donc ça peut être utilisé, n'hésitez pas, on transférera à qui de droit. On va reprendre notamment le site web de OSS, ce sera peut-être l'occasion, on va en parler ce matin, ça sera peut-être l'occasion aussi de mettre un petit forum ou un petit truc d'échange où on pourrait laisser des messages pour dire j'aimerais bien travailler là-dessus ou là-dessus. Donc là, on a identifié des actions potentielles pour lesquelles on pourrait avoir une collaboration publique-privée, ça pourrait être vraiment sympa. Côté Pierre, une petite action qui pourrait être cool aussi, c'est effectivement une initiative du côté du club de la géomatique, parce que là on est dans un volet purement institutionnel. On va peut-être en parler à Damien, qui parlait de partage comment dirais-je, de prérogatives ou de priorités thématiques ou d'applications de projets, etc. Que ce soit sur cette thématique ou sur d'autres, avec grand plaisir. Hein, la communauté ne fonctionnera que mieux si on connaît effectivement les orientations des politiques publiques. Les orientations budgétaires qui vont avec de toute façon. Donc ne pas hésiter non plus, et la RT saura suivre ces initiatives. Marc, tu veux ajouter un petit mot? Merci. Merci à tous, et bon café. Il y a un café disponible. Pour les personnes à distance,
Je clôt la session, j'arrête l'enregistrement et on se retrouve à 15h30, heure locale, pour le prochain atelier. Merci à tous.